Bonjour et bienvenue sur Real Data Hero avec de nouvelles analyses graphiques autour de la pandémie Covid-19. Une publication récente de Michael Levitt et John Ioannidis, statisticiens de renommée mondiale, nous donne l'occasion d'examiner la surmortalité comme indicateur principal d'une situation de menace sous une autre perspective. Si vous souhaitez savoir ce que la baisse des taux de mortalité a à voir avec la surmortalité, comment le choix de la méthode appropriée permet de générer n'importe quel résultat, comment l'Office fédéral de la statistique ne tient pas compte des directives méthodologiques et comment évaluer l'évolution des dernières années dans un contexte plus large, cette vidéo et le document PDF joint vous fourniront les données et les connaissances de base importantes. Ce qu'on appelle excès de mortalité ou surmortalité est un indicateur qui plane depuis 2 ans comme une menace permanente sur notre quotidien. Par définition, il s'agit donc du nombre de personnes qui meurent de plus que d'habitude. Ce qui est important dans l'observation, c'est le choix de la période de comparaison, où il s'agit de comparer des taux de mortalité et non des chiffres absolus avec une valeur attendue. Dans le préprint de leur publication, les auteurs Michael Levitt, Francesco Zonta et John Ioannidis comparent différentes méthodes empiriques de calcul de la surmortalité totale pour les 2 années de pandémie 2020 et 2021. Un tableau récapitulatif présente les résultats de 33 pays obtenus par 6 méthodes différentes. Les sources utilisées sont les chiffres de population et les chiffres de mortalité de la Human Mortality Database, qui pour la Suisse diffèrent quelque peu de l'état actuel des données de l'OFS. Suivent les résultats obtenus avec 4 méthodes différentes: eLife, Economist, Lancet et OMS. Je ne présenterai pas ici en détail les différentes méthodes. Les 2 dernières colonnes présentent les calculs des auteurs, d'abord avec ajustement à l'âge et également sans. Les différences considérables sont frappantes, comme en Espagne entre 162 000 selon la méthode Lancet et 68 700 avec ajustement à l'âge. Au Danemark, la fourchette va même d'une surmortalité de 10 400 à une sous-mortalité de moins 3 157 décès. Par conséquent, d'une part, une discussion scientifique sur les méthodes et leur signification est vraiment nécessaire. C'est un débat que les auteurs lancent avec leur publication. Et d'autre part, on peut craindre une utilisation médiatique et politique des chiffres très arbitraire qui choisit les données publiées et appropriées en fonction du message souhaité, sans les soumettre à examen. Pour la Suisse, on a ajouté les calculs de l'Office fédéral de la statistique dans ses publications des décès hebdomadaires aux 6 valeurs calculées. Pour la période de la pandémie, la fourchette va donc de 15 500 selon la méthode Lancet à 5 640 une fois ajusté à l'âge. L'Office fédéral de la statistique se situant dans la partie supérieure de l'échelle avec 12 575. Du point de vue statistique, il est absolument incompréhensible d'utiliser des méthodes sans ajustement à l'âge face aux changements considérables dans la structure d'âge de la population suisse. Ainsi, les directives de l'OMS, de la Task Force Eurostat et du rapport sur la santé allemand, qui prescrivent tous cet ajustement à l'âge sur une population standard, sont totalement ignorés en Suisse. Le débat scientifique sur les méthodes aurait dû avoir lieu depuis longtemps. La procédure adoptée par l'OFS consiste en 2 courbes de nombre absolu de décès réparties en 2 groupes d'âge, les moins de 65 ans et les 65 ans et plus. À cet effet, on prévoit chaque année une nouvelle fourchette attendue. Je ne vais pas en détailler la méthodologie ici. Les endroits où les valeurs absolues dépassent la limite supérieure de la fourchette attendue sont indiqués comme excès de mortalité avec la différence par rapport à une valeur attendue moyenne. Le tableau supérieur résume les valeurs annuelles ainsi obtenues et donne, pour 2020 et 2021 réunis, l'excès de mortalité de 12 575 montré précédemment.
il est frappant de constater que les pics élevés des phases saisonnières typiques de la grippe n'apparaissent de manière significative que depuis 2015 et que depuis 2020, il y a des décalages temporels significatifs par rapport au modèle d'anticipation. Vouloir voir ici un lien entre les vagues de mortalité élevées lors de chaque saison de grippe et la stratégie nationale de prévention de la grippe, CRIPS, mise en place par l'OFSP en 2014, s'inscrirait certainement dans la lignée des théories du complot actuellement débattues avec véhémence par des groupes classés comme opposés à la vaccination. Mais à tout le moins, des doutes apparaissent quant au succès de la campagne visant à réduire le risque de maladies graves chez ceux qui présentent un risque accru de complications. L'OFSP lui-même admet que la protection supposée, en particulier pour les seniors, particulièrement dignes de protection, ne se situe qu'entre 30 et 50% et qu'elle peut même être nettement inférieure en fonction du vaccin et de la saison. Mais considérons la surmortalité des courbes de mortalité en hausse continue sous une autre perspective. Prenons les décès annuels des deux tranches d'âge et cherchons pour cela le nombre d'habitants respectifs. On obtient le pourcentage de personnes décédées au cours de l'année concernée. Pour les plus de 65 ans, voici l'évolution des taux de mortalité avec un maximum en 2020, après 4 années de taux de mortalité très faibles si l'on compare avec l'ensemble de la période. Si l'on veut maintenant calculer une surmortalité, la question de la période de comparaison se pose. Par rapport à la moyenne dite médiane que l'OFS choisit comme valeur de référence, on obtient une surmortalité de 4 915, soit une augmentation de 7,87%, et par rapport à l'année 2019, on obtient 6 940, soit 11,7%. Cela ressemble d'abord à un signal clair, bien que 2021 soit déjà à nouveau nettement en dessous de la médiane, malgré un nombre d'infections prétendument élevé. Mais dans l'optique d'un changement de perspective, considérons maintenant l'évolution des taux de mortalité en pourcentage par tranche d'âge de 5 ans, car la répartition grossière en seulement 2 tranches ne répond pas aux exigences d'un ajustement à l'âge. Cette série de courbes montre pour chaque année d'âge de 0 à 4 ans l'évolution des taux de mortalité annuels en pourcentage de 1969 à 2021. Le taux de mortalité élevé des nourrissons de moins de 1 an est particulièrement visible, mais il diminue très nettement, tout comme les courbes des années d'âge suivantes sur la période. Une image tout aussi claire d'un taux de mortalité en baisse jusqu'à un niveau presque nul apparaît chez les enfants de 5 à 9 ans. Si l'on regroupe les taux moyens de ces 9 tranches d'âge, respectivement pour cette période, on constate que le taux de mortalité initial de 0,1% des années 70 et 80 a été divisé par 3 pour atteindre 0,032% en 2020 et 2021, année de pandémie. Je vais examiner de plus près les raisons de cette évolution. Quelles causes de décès ont-elles pu être réduites de manière aussi significative au cours de ces années ? Dans les statistiques de l'OFS sur les causes de décès, je ne dispose malheureusement par tranche d'âge que de la période allant de 1990 à 2019. L'OFS met plusieurs années à traiter la période de la pandémie, ce qui est très étonnant comparé aux pays voisins. Chez les moins de 1 an, ce sont surtout les complications de la grossesse et les malformations qui sont responsables du nombre élevé de décès. Le fait que celle-ci ait pu être réduite de manière aussi significative tant chez les garçons que chez les filles devrait être considéré comme un succès de l'amélioration de la surveillance de la grossesse. Il est intéressant de noter que la part des causes périnatales est plus élevée chez les filles alors que les accidents et actes de violence sont plus importants chez les garçons. Dans la tranche d'âge suivante, de 1 à 14 ans, l'évolution des causes de décès est aussi positive chez les garçons que chez les filles. Le recul étant surtout dû à la baisse du nombre d'accidents et d'actes de violence. Les tumeurs malignes apparaissent déjà comme deuxième cause de décès, surtout chez les filles, mais là aussi, les chiffres sont probablement
en légère baisse. Chez les 10 à 14 ans et les 15 à 19 ans, nous trouvons également des taux de mortalité en nette baisse. Ils ont été divisés par 3 à 4 pendant les années de pandémie par rapport à l'année de départ. Les causes de décès des tranches d'âge suivantes jusqu'à 44 ans restent dominées par les accidents et les actes de violence. Les tumeurs malignes, notamment du sein, représentant toutefois une part importante, en particulier chez les femmes. Mais la baisse des taux est principalement due à la diminution des accidents et des actes de violence, pour lesquels il doit y avoir eu en Suisse des changements très positifs. Chez les 20 à 29 ans, en 2020 à 2021, une réduction des taux de mortalité au tiers des années précédentes également. Cela se poursuit de manière analogue chez les 30 à 39 ans. Les personnes dans la quarantaine présentent également une baisse continue de la mortalité. Pour les tranches d'âge suivantes de 45 à 64 ans, les tumeurs malignes du poumon chez les hommes, du sein, mais aussi du poumon chez les femmes, occupent désormais le premier rang des causes de décès. Mais des progrès significatifs semblent avoir été enregistrés dans ce domaine, comme dans celui des maladies circulatoires. Outre les progrès de la médecine, les éventuelles modifications d'habitudes dangereuses pour la vie, comme le tabagisme, jouent certainement un rôle important dans les améliorations observées. L'évolution des taux de mortalité en pourcentage dans les tranches d'âge de 50 ans montre une image tout aussi claire. Ainsi que les tranches d'âge de 60 ans, où l'on n'observe pas non plus de signal d'évolution problématique pendant les années de pandémie. Au contraire, avec 0,73%, on obtient le taux moyen le plus bas, soit environ un tiers de la valeur initiale. Avec le groupe suivant de 65 à 84 ans, des progrès considérables ont sans doute pu être réalisés, notamment en ce qui concerne les maladies circulatoires. Outre les progrès médicaux, l'alimentation, l'activité physique et le sport jouent sans doute un rôle essentiel. Dans ces tranches d'âge qui sont déjà considérées comme des groupes à risque, l'évolution positive se poursuit et on ne constate que des hausses minimes isolées en 2020 qui se situent absolument dans le cadre observé jusqu'à présent. L'image devient maintenant plus frappante au-delà de 80 ans avec les pics uniformes et nets de 2020, notamment du fait que cette année-là, toutes les différentes tranches d'âge de 80 à 89 ans ont été également concernées. La protection des personnes âgées, à laquelle toutes les mesures étaient dédiées, a ici clairement échoué. Mais le fait que les taux de mortalité des années de pandémie se situent globalement au niveau le plus bas des années précédentes est dû aux phases de sous-mortalité qui ont longtemps dominé les événements malgré la pandémie. Pour le groupe le plus âgé, celui des plus de 85 ans, les décès restent en baisse. Chez les hommes comme chez les femmes, ce sont surtout les maladies circulatoires dont le recul joue le plus grand rôle dans la diminution des décès. La démence a été introduite comme nouvelle cause de décès dans le catalogue CIM-10 en 1995, sans qu'il soit possible de savoir dans quelle catégorie ce tableau clinique était classé auparavant. De 90 à 94 ans, l'image observée est encore similaire à celle des 80 ans. Au-delà, on observe des sauts significatifs, les taux de mortalité s'étant à nouveau détériorés après le point bas de 2009. Les pics de 2020 sont peu marqués dans les tranches d'âge supérieures. Dans l'ensemble, le taux de mortalité est plus élevé que durant la période 2000 à 2019, mais reste néanmoins à un niveau faible par rapport aux années 70, 80 et 90. Si l'on regroupe les taux de mortalité en pourcentage ajustés à l'âge pour obtenir le taux de mortalité ajusté pour 100 000 habitants, 2020 se situe à une 14e place moyenne et 2021 à la deuxième meilleure place, la numéro 21. L'évolution des taux de mortalité ajustés à l'âge
est représenté dans l'ensemble par ce diagramme à barres. Il confirme bien sûr la tendance à la baisse que nous avons observée pour les causes de décès dans toutes les tranches d'âge. Je me demande toutefois si cette tendance doit vraiment être éliminée. Quel est l'intérêt de cacher une évolution positive et de dramatiser la mortalité actuelle? Si l'on constate une détérioration, il faut s'interroger concrètement sur les causes de décès que l'OFS n'a pas encore publiées. On se demande pourquoi. À mon avis, voilà ce qui ne va pas dans la modélisation des excès de mortalité de l'OFS. Il choisit une répartition trop grossière en seulement 2 tranches d'âge. Je montre ici à titre d'exemple le petit groupe des personnes de plus de 80 ans. En 2010, ils étaient encore 371 600, mais en 2022, 472 111, soit 100 000 de plus. Au taux de mortalité d'environ 8,2% de cette tranche d'âge, il faut donc prévoir environ 8200 décès supplémentaires. L'allure toujours croissante des courbes montre l'augmentation, mais cache l'arrière-plan. La vraie raison est déforme l'ordre de grandeur relatif des pics. Si l'on corrige l'évolution des courbes en fonction de l'âge, souvenons-nous des directives statistiques de l'OMS, on obtient cette image qui confirme également les courbes décroissantes des causes de décès et qui place l'ordre de grandeur de la surmortalité hivernale dans le bon rapport ajusté à l'âge. Un calcul de surmortalité sans ajustement à l'âge doit être rejeté comme inadmissible, ainsi que le montre également l'étude de Levitt et Ioannidis. À quoi devrait donc se mesurer l'évaluation d'une surmortalité et quel objectif va-t-elle poursuivre? Je choisis ici comme valeur de référence les valeurs minimales hebdomadaires ajustées à l'âge auxquelles sont ajoutés 2 écarts types dans la fourchette d'attente grise. On pourrait fixer comme objectif de viser un taux de mortalité faible orienté vers le minimum. Ainsi, il est possible de mettre en évidence les extrêmes et d'aborder les causes sous-jacentes de manière différenciée au moyen d'une analyse précoce des causes de décès. Mais le bilan global doit également tenir compte de phases marquées de sous-mortalité, ce qui n'est pas le cas dans la modélisation de l'OFS. Mais même si l'on souhaite considérer cet objectif minimum idéaliste, il n'en est pas moins irréaliste. Et d'un point de vue politique et juridique, il faut également voir le rapport avec les valeurs maximales ajustées à l'âge qui servaient auparavant de référence pour l'action politique. Sur cette base, des interventions coercitives en matière de politique sanitaire ne peuvent être tolérées, pas plus que des atteintes aux droits fondamentaux des citoyens dans un système juridique suisse qui a été longtemps exemplaire. La seule période pertinente, celle de l'hiver 2020-21, qui dépasse le maximum des années précédentes, n'est pas seulement le produit d'une maladie redoutable, mais aussi la conséquence de mesures préjudiciables à la santé dont personne ne veut actuellement assumer la responsabilité. De plus, elle est décalée dans le temps par rapport aux maxima précédents, ce qui devrait également être pris en compte dans l'estimation de l'ordre de grandeur de l'écart. Les taux de mortalité en pourcentage neutralisent directement les changements dans l'évolution de la population. Et si l'on considère des périodes à long terme, ils constituent une mesure bien plus réaliste pour l'évaluation des risques que des modélisations mathématiques à la méthodologie discutable et dont les objectifs fixent des attentes souvent irréalistes. Ensuite, des mesures et des décisions politiques sont orientées et prises sur cette base faussée, non sans conséquence. Il n'y a pas eu et il n'y a toujours pas en Suisse de situation de menace particulière dépassant ne serait-ce qu'un peu la mortalité normale des années précédentes. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre intérêt et vous encourage à partager ces données partout où elles devraient être connues. Si vous souhaitez soutenir personnellement notre travail, vous trouverez des informations correspondantes en lien avec cette vidéo. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. Au revoir et à bientôt de la part de Real Hero.